Parfois, le regret ne surgit pas lorsqu'on est brisé, mais lorsqu'on est entier. Il n'apparaît pas dans le chaos, mais dans le calme qu'on a choisi. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi le regret n'apparaît que lorsque l'énergie est épuisée, et pourquoi cela se produit toujours lorsqu'un homme stoïque prend du recul, évolue et va de l'avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et c'est parti. Numéro 1, le message qui arrive trop tard. Il n'arrive généralement pas en fanfare. Pas de paragraphe dramatique, pas de confession. On dirait un film. C'est souvent un simple message qui arrive au pire moment pour elle et au meilleur moment pour vous. Ah, salut. Ah, comment vas-tu? Une phrase anodine qui tente de rouvrir une porte comme si elle ne s'était jamais vraiment fermée. Ce qui rend la situation presque surréaliste, c'est le timing. Elle ne reprend contact qu'après que votre silence soit devenu un mode de vie, et non plus une stratégie. Vous n'êtes plus en rupture totale de contact. Vous vivez tout simplement. Vous ne comptez plus les jours, vous les construisez. Dans son esprit, votre absence était censée être temporaire, comme une tempête qui passe, et puis la routine reprend. Elle supposait que vous étiez encore là, quelque part derrière cette porte, blessé. Elle attendait, prête à répondre dès qu'elle frapperait. C'est cette supposition qui explique le retard du message. Elle ne s'attendait pas à ce que votre silence se transforme en indépendance. Elle ne s'attendait pas à ce que vous deveniez le genre d'homme qui n'a pas besoin d'explications pour avancer. Et quand ce message arrive enfin sur votre téléphone, il porte une attente cachée. Non seulement me parler, mais me prouver que je compte encore pour elle. C'est pourquoi il est rarement direct. Elle tâte le terrain. Elle cherche une confirmation sans se montrer vulnérable. Car au fond, elle veut savoir si elle a encore une chance, si la dynamique d'avant est toujours possible, si elle peut revenir dans votre vie sans avoir à se soucier du prix que cela vous a coûté la première fois. Mais ce message tardif trouve un homme qui n'est plus dans le même état émotionnel. Votre silence n'est ni agressif ni amer, il est serein. Et le calme est terrifiant pour qui s'attendait à du bruit, car le bruit est synonyme d'attachement, le bruit est synonyme de réaction. Le calme, lui, signifie avoir fait la paix avec la réalité. Le calme signifie avoir accepté ce qui s'est passé. Et l'acceptation est la seule chose qu'elle ne peut plus changer. C'est là que Musonius Rufus prend tout son sens. Nous ne vivons pas pour être remarqués. Cette idée paraît simple jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité dans un moment comme celui-ci. Tu ne t'es pas détaché pour provoquer une réaction. Tu ne t'es pas retiré pour être poursuivi. Tu n'as pas simulé l'absence pour la faire paniquer. Tu es parti parce que tu as choisi la vertu plutôt que la reconnaissance, parce que tu as refusé de vivre comme un homme qui a besoin d'être choisi pour se sentir digne. Musonius enseignait que le caractère ne se forge pas dans le confort, mais dans la discipline. Et ici, la discipline est émotionnelle, la capacité d'avancer sans se soucier du regard des autres. C'est ce qu'elle n'avait pas anticipé. Elle s'attendait à ce que ton silence soit un signal, mais il est devenu ta norme, un mode de vie, une nouvelle identité. Alors quand son message arrive en retard, il ne te frappe pas comme une tentation. Il résonne comme l'écho d'une version passée de toi-même. Et c'est là qu'elle ressent la véritable perte, non pas parce que tu n'as pas répondu assez vite, mais parce qu'elle sent que quelque chose a changé. La porte qu'elle croyait encore ouverte n'est pas verrouillée par la colère. Simplement, vous n'avez plus à la protéger. Vous avez avancé sans vous retourner pour voir qui vous avez remarqué. Numéro 2. Vous êtes devenue trop exigeante émotionnellement. La plupart des hommes pensent que la valeur se prouve par des efforts, alors ils donnent plus, ils expliquent davantage, ils sont plus tolérants, ils restent les présents même lorsque l'autre personne se désintéresse de leur présence. Et pendant un temps, cela paraît noble, jusqu'à ce que l'on réalise ce que cela enseigne à l'autre, que notre attention est toujours disponible, quelle que soit la manière dont elle est utilisée. C'est ce qui nous rend vulnérables émotionnellement. Non pas par manque de valeur, mais parce que nous offrons notre disponibilité sans rien exiger en retour. À une époque, nous agissions ainsi. Nous étions généreux de notre présence, nous étions toujours disponibles. Nous pardonnions facilement. Tu t'es vite adapté. Même quand elle te manipulait par son incohérence, ses signaux contradictoires ou son manque d'implication émotionnelle, tu restais fidèle à toi-même. Tu ne la forçais pas à se rallier à toi. Tu pensais que l'histoire suffisait, tu pensais que l'alchimie suffisait, tu pensais que les bons moments finiraient donc par arranger les choses, mais alors quelque chose a changé. Et ce n'était pas une nouvelle tactique, ce n'était pas un jeu, c'était une limite née de la lucidité. Tu réalises, Gotolis, que ton temps, ton attention, ta stabilité émotionnelle, tout cela n'est pas gratuit. C'est un investissement. Et un investissement exige du discernement. Désormais, l'accès à toi ne se gagne plus par ce que nous étions. Il se gagne par ce qu'elle apporte maintenant. L'harmonie, pas la nostalgie.
C'est pourquoi quand elle revient, elle ressent une distance nouvelle, difficile à définir. Elle a peut-être encore des souvenirs. Elle éprouve peut-être encore de l'attachement. Elle croit peut-être encore avoir une place dans votre vie. Mais elle se heurte à une réalité indéniable. Vous êtes devenu exigeant émotionnellement, non pas par arrogance, mais par maîtrise de soi. De la même façon qu'un homme devient précieux lorsqu'il cesse de gaspiller son énergie pour des choses qui ne lui apportera pas la paix. Et c'est là que le concept de hiérarchie trouve toute sa place. Il décrivait la vie comme un ensemble de cercles de sollicitude, en commençant par soi-même au centre, puis en s'étendant à la famille, la communauté, les inconnus. La leçon n'est pas de devenir insensible, mais de placer les gens là où leur comportement le justifie. Autrefois, elle occupait une place centrale dans votre vie. Votre sollicitude à son égard était immédiate, votre patience immense et votre disponibilité sans faille. Désormais, elle se trouve dans une autre sphère. Non pas parce que vous la détestez, non pas pour la punir, mais parce qu'elle vous a montré par ses actes, et non par ses paroles, la profondeur de son attention. Et une fois que vous comprenez cela, vous cessez de confier à quelqu'un une valeur précieuse qu'il ne cesse de mal gérer. Vous l'orientez vers des activités où son énergie trouve sa place. Ce changement engendre chez elle un regret particulier, car elle perçoit que votre vie est devenue structurée, protégée et d'une manière discrètement sélective. Et elle réalise qu'elle n'a plus affaire à un homme qui espère être choisi. Elle a affaire à un homme qui choisit. Alors, lorsqu'elle tente de renouer avec la même facilité qu'avant, elle en ressent immédiatement la différence. Tu es poli mais distant, calme mais inaccessible, respectueux mais plus joignable comme avant. Et c'est là que le déclic se produit. Tu n'as pas pris tes distances pour qu'elle t'apprécie. Tu as fait preuve de discipline parce que tu as enfin appris à t'apprécier toi-même. Tu n'es pas difficile à conquérir. Tu es difficile à garder parce que tu exiges une certaine harmonie. Et c'est ce qui explique ses regrets ultérieurs. Elle n'a pas perdu un homme qui avait besoin d'elle. Elle a perdu un homme qui a appris à préférer la paix à l'histoire. Avant de poursuivre, prends un instant pour méditer sur ce que tu viens d'entendre. Il ne s'agit pas de punition ni d'ego. Ou s'il s'agit de jouer des rôles, c'est le changement discret qui s'opère lorsqu'un homme prend enfin conscience de la valeur de sa propre présence. Cette prise de conscience ne se manifeste pas bruyamment, mais elle transforme tout en profondeur. Si cela vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce qui vous a le plus marqué, ou écrivez simplement « Privilégiez l'harmonie à l'histoire ». Parfois, nommer ce changement est la clé pour l'embrasser pleinement. Numéro 3, elle pensait que le temps jouait en sa faveur. L'une des erreurs les plus insidieuses en amour est de croire que le temps est illimité, non pas le temps calendaire, mais le temps émotionnel. Ce temps où le cœur est encore ouvert, la patience encore vive, l'espoir encore vivace. Elle était persuadée d'en avoir à profusion. Elle pensait pouvoir repousser les décisions, entretenir l'incertitude, te maintenir dans le flou, et revenir plus tard comme si de rien n'était. Dans son esprit, tu étais stable, prévisible, toujours présent en arrière-plan. Alors elle a hésité, elle a exploré d'autres options, laissé les choses évoluer, ou s'est dit qu'elle trouverait une solution plus tard. Peut-être ne cherchait-elle pas à te blesser. Peut-être était-elle simplement perdue. Mais la confusion n'efface pas les dégâts. Pendant qu'elle hésitait, tu as commencé à guérir. La guérison est dangereuse pour celui ou celle qui a profité de ton attachement non guéri. Un homme non guéri. Il attend, espère, rumine. Un homme guéri retrouve la clarté. Il cesse d'excuser l'incohérence. Il cesse de chercher des signes. Il construit une vie qui n'a pas besoin d'autorisation émotionnelle. Au début, elle ne remarque pas le changement. La guérison ne se manifeste pas d'elle-même. Elle se révèle discrètement par de meilleures habitudes, une concentration accrue, un but renouvelé et un silence qui n'est plus douloureux. Chaque jour qui passe, tu deviens moins accessible, non pas par froideur, mais par manque d'intégrité. Puis elle se retourne espérant retrouver l'ancien toi, l'homme qui répondait promptement, qui acceptait l'incertitude. Et c'est là que le choc est brutal. Le temps ne t'a pas préservé, le temps t'a transformé. Elle pensait que le temps était de son côté, mais il était du tien. Pendant qu'elle attendait le moment parfait, tu t'es épanoui, et ce faisant, tu l'as dépassé. Klant est comparé la vie à une fête. On arrive, on participe pleinement, et on part une fois sa part accomplie, sans amertume ni chaos. C'était ce que tu as fait. Tu n'as pas créé de drame. Tu as simplement reconnu que la saison était terminée, et tu es parti avec dignité. C'est pourquoi ces regrets arrivent si tard. Elle s'attendait à ce que les émotions te retiennent. Au lieu de cela, tu as tourné la page sereinement. Non par colère, mais par respect pour le temps. Alors, lorsqu'elle tente de revenir, ce n'est pas la haine qui vous arrête.
Vous n'êtes simplement plus sur la même longueur d'onde émotionnelle. Elle arrive avec l'état d'esprit d'hier, s'attendant à la même facilité d'accès qu'hier, tandis que vous vivez déjà dans la discipline de demain. Le regret tardif, c'est de réaliser que vous aviez le temps, mais que vous l'avez mal utilisé, car pendant qu'elle hésitait, vous avez guéri. Et une fois qu'un homme guérit, il ne recule pas pour mettre les autres à l'aise. Il continue d'avancer, reconnaissant du passé, mais sans regretter le révolu. Numéro 4, l'absence qui résonne plus fort. Ton silence en disait plus que ta présence n'aurait jamais pu le faire, et non parce que tu voulais faire passer un message. Il en disait plus parce que tu as cessé de fournir le bruit de fond qui, autrefois, donnait l'impression que tout était normal. Quand tu étais là, tu as absorbé les tensions, tu as comblé les vides, tu as rassuré sans qu'on te le demande, tu as réagi si vite que l'incertitude n'a pas eu le temps de s'installer, et peu à peu, elle a commencé à confondre ta constance avec la permanence. Puis tu t'es tu. Pas de longues explications, pas de départ théâtral, pas de longs paragraphes rageurs destinés à la culpabiliser. Juste le silence. Et le silence possède un pouvoir étrange. Il ne discute pas, il ne se défend pas, il ne négocie pas. Il demeure là, simplement, tel un miroir. Dès l'instant où tu as fait taire ta voix, elle a été contrainte d'écouter la sienne. Et c'est alors que l'écho a commencé. Au début, elle a peut-être ressenti du soulagement, un espace, un répit, mais le silence ne reste pas neutre. Au fil des jours, il devient une question qui ne cesse de résonner dans son esprit. Pourquoi ne réagit-il pas ? La plupart des gens s'attendent à ce qu'un homme prenne l'initiative, prenne des nouvelles, exige une explication, manifeste des émotions pour maintenir le lien. Quand rien de tout cela ne se produit, le cerveau se met en quête de sens. Et le sens qu'il trouve souvent est le suivant. Tu n'as pas disparu par faiblesse. Tu as disparu parce que tu en avais assez. C'est ce qui rend l'absence si douloureuse. Elle ne se fait pas entendre de l'extérieur, mais le tumulte intérieur devient assourdissant. Chaque fois qu'elle tente de retrouver l'ancienne version de toi, disponible, indulgente, stable, elle se heurte à un mur de calme. Et le calme est plus déstabilisant que la colère, car la colère est à la preuve de l'attachement. Le calme suggère l'acceptation. C'est là que Chrysippe trouve toute sa place. Il soutenait que l'harmonie est l'ordre naturel des choses et que le conflit intérieur naît de la résistance à la réalité. Ta disparition n'était pas une attaque émotionnelle, mais une correction. Tu as cessé de forcer l'harmonie là où elle n'existait pas. Tu as cessé de t'efforcer de te conformer à la confusion d'autrui. En prenant du recul, tu as rétabli ton équilibre intérieur. Et dès que cette harmonie est revenue, son déséquilibre est devenu impossible à ignorer. Parce qu'elle s'était appuyée sur ta stabilité sans s'en rendre compte, ton silence ne l'a pas puni, mais l'a révélé. Cela a révélé la dynamique. Et lorsque le silence devient l'état naturel d'un homme, calme, ancré, non pas joué, il ne crée pas seulement de la distance, il crée du poids. Numéro 5, votre évolution vous a rendu invisible. Quand elle se retourne vers vous, elle ne cherche pas qui vous êtes devenu. Elle cherche la version de vous dont elle se souvient. L'homme émotionnellement disponible, prévisible, façonné par la dynamique que vous partagiez autrefois, cette version lui paraissait logique. Elle savait comment l'atteindre, quel bouton actionner, quel ton employer, quel moment le rapprocherait Crown d'elle. Dans son esprit, cet homme existe encore, quelque part, attendant d'être redécouvert. Mais la croissance ne se manifeste pas de façon évidente. La véritable croissance est discrète. Elle ne se fait pas remarquer. Elle ne recherche pas la reconnaissance. Elle modifie simplement notre perception de la vie. Et une fois un certain niveau atteint, ceux qui vous ont connu à une étape antérieure ne vous voient donc plus aussi clairement. Non pas que vous vous cachiez, mais parce que leur perspective n'a jamais évolué avec vous. Tandis qu'elle se concentrait sur son propre chemin, vous vous reconstruisiez de l'intérieur. Vous ne vous contentiez pas de surmonter une épreuve. Vous redéfinissiez votre rapport à votre propre énergie, vos exigences, votre paix intérieure. Vous avez appris à être seul sans vous sentir vide. Tu as appris à apprécier le silence sans chercher à le combler. Tu as appris que toutes les impulsions émotionnelles ne méritent donc pas d'être exprimées et que toutes les invitations ne méritent pas une réponse. Cette discipline transforme radicalement la présence d'un homme, et c'est là que la confusion s'installe chez elle. Elle sent que quelque chose a changé, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ta voix est la même, mais elle ne la touche plus. Tes réponses, si tant est qu'il y en ait, tu es distant. Il n'y a plus d'attachement émotionnel, plus aucun lien auquel elle puisse se raccrocher. Elle a l'impression que tu t'es éloigné. En réalité, tu t'es replié sur toi-même, et un homme replié sur lui-même est presque invisible pour quelqu'un qui ne savait communiquer qu'à travers le besoin, l'incertitude ou la manipulation émotionnelle.
C'est pourquoi elle a du mal à te reconnaître. C'est la maturité qui a effacé la version de toi qu'elle connaissait, et non la colère, mais remplacée par la clarté. Vous n'êtes plus à l'écoute de ses émotions. Vous ne réagissez plus de manière à vous rendre intelligible. Vous avez dépassé le cadre de référence qui lui permettait de vous comprendre. Posidonius comprenait profondément ce genre de choix. Il a refusé le pouvoir public non par crainte, mais parce qu'il accordait plus de valeur à la maîtrise de soi. Il savait que l'influence sur soi-même est plus importante que l'influence sur autrui. De la même manière, tu as refusé son retour non par ressentiment, mais parce que cela t'obligeait à renoncer à l'harmonie intérieure que tu avais si durement bâtie. Pour elle, c'est comme si tu avais disparu. Mais la vérité, c'est plus simple et plus troublante. Tu n'as pas disparu. Tu as évolué. Et lorsqu'un homme atteint un stade d'évolution émotionnelle qui le distingue de celui où on l'a connu pour la dernière fois, il n'a plus besoin de se justifier. Il n'a plus besoin d'être reconnu. La paix devient sa récompense. La paix ne rend pas un homme visible aux yeux de tous, elle lui permet seulement de se comprendre lui-même. Prenez un instant pour méditer sur cette idée avant de poursuivre. Non pas pour la juger, ni pour la défendre, mais pour ressentir sincèrement le changement qu'elle annonce. La croissance ne se manifeste pas toujours par le mouvement. Parfois, elle se présente comme une immobilité inébranlable. Et lorsque vous réalisez que vous avez changé au point de ne plus avoir besoin d'être validé, un déclic subtil se produit. Réfléchissez à la part de vous qui ne correspond plus à votre ancien modèle et à ce que cela a coûté ou protégé dans votre vie. Si cela vous parle, laissez un commentaire en partageant ce qui vous a marqué ou écrivez simplement Formodate pour Sambolet, mon pouvoir est en moi dans les commentaires. Parfois, nommer le changement est la meilleure façon de se l'approprier pleinement. Numéro 6. Le regret est un homme qui n'a plus besoin de lui. Le regret ne grandit pas dans le chaos, mais dans le contraste. Et rien ne crée un contraste plus saisissant qu'un homme qui n'a plus besoin de celle qui, autrefois, définissait son univers émotionnel. Quand elle vous regarde maintenant, son malaise ne tient pas seulement à ce qu'elle a perdu, mais aussi à ce qui ne fonctionne plus. Les anciens leviers de la culpabilité, de la nostalgie ou de l'attachement émotionnel ne vous touchent plus, et cela la perturbe bien plus que la colère ne pourrait jamais le faire. À une époque, sa présence comptait énormément pour vous. Elle influençait votre humeur. Cela a influencé vos décisions. Son attention était pour vous la preuve que vous comptiez pour elle. Cette dépendance, même discrète, lui conférait une certaine importance émotionnelle. Si elle prenait ses distances, vous le ressentiez. Si elle revenait, vous réagissiez. Et c'est pourquoi le regret pouvait subsister dans son cœur. Elle pouvait se sentir tiraillée, incertaine, voire coupable, car elle se sentait encore indispensable. Mais le détachement, cela bouleverse tout l'équilibre émotionnel. Quand un homme ne dépend plus d'elle, le regret perd toute pertinence. Il n'y a rien à réparer, rien à compenser, rien à corriger. Elle ne peut apaiser sa conscience en revenant dans votre vie, car votre vie n'attend plus sa présence pour se sentir complète. Votre calme n'appelle aucune explication. Votre sérénité n'appelle aucune réassurance. Et c'est pourquoi son regret ne trouve aucun écho. Ce n'est pas du rejet. Le rejet reconnaît encore l'importance de l'autre. Il signifie « tu comptes suffisamment pour que je te repousse ». Le détachement, lui, exprime quelque chose de plus discret et de bien plus définitif. Je n'ai plus besoin de te repousser. Je suis déjà parti. Cette distinction est essentielle. Ta force ne réside pas dans le fait de retenir ton affection pour provoquer des émotions, mais dans le fait de te libérer de toute dépendance afin que ta paix soit inébranlable. De son point de vue, c'est comme un exil émotionnel, non pas parce que vous l'avez bannie, mais parce qu'elle ne peut plus influencer votre état intérieur. Elle perçoit peut-être de la culpabilité, de la curiosité, voire du désir, mais ces émotions lui sont renvoyées sans réponse. Et avec le temps, cet écho devient pesant, car le regret réclame une interaction. Il exige une réaction. Il a besoin de preuves qu'il compte encore. Arius Didymus comprenait bien cette contrainte. Il a écrit que le sage ne célèbre ni ne pleure ses pertes, non par insensibilité, mais par ancrage. Tu n'as pas nié la perte, tu l'as acceptée, et en l'acceptant, tu as gagné quelque chose de bien plus durable que la réconciliation, la maîtrise de soi. Tu l'as perdu, mais tu t'es gagné toi-même. Ce gain transforme ta façon d'agir, de parler, et même ton silence. Et quand un homme se comporte sans besoin émotionnel, le regret n'a aucune emprise sur lui. Il peut tourner autour, s'attarder, mais il ne peut l'atteindre. Et c'est ce qui rend son regret si poignant. Non pas que vous l'ayez rejetée, mais que vous n'ayez plus besoin d'elle pour se sentir entière. Numéro 7. Vous avez cessé de parler son langage, celui du besoin.
À son retour, elle s'attend à retrouver un rythme familier, un ton particulier, une intonation prévisible. Elle s'attend à de l'hésitation, de l'espoir, une pointe de nostalgie sous vos mots. C'était le langage que vous utilisiez sans vous en rendre compte. Le langage du besoin, non du désespoir, mais d'une disponibilité sans but précis. Une ouverture sans structure. Une émotion sans retenue. Cela vous rendait facile à cerner, facile à atteindre, facile à reconquérir. Mais ce langage a disparu. Elle le remarque presque immédiatement. La conversation n'est plus aussi fluide qu'avant. Vos mots ne touchent plus ses émotions. Vous ne cherchez plus à la rassurer. Vous ne vous investissez plus autant, ne tentez plus de renouer avec le passé. Il n'y a plus d'urgence émotionnelle dans vos réponses. Ce qui le remplace lui paraît étranger, les silences, la clarté, la retenue. Vous vous exprimez désormais avec des limites claires, avec intention et clarté, et vous vous adressez à une personne qui connaissait parfaitement vos anciens schémas émotionnels. C'est comme parler à une étrangère. Car le besoin d'attention n'est pas qu'un simple comportement, c'est un langage à part entière. C'est une façon de signaler sa présence, d'être disponible et d'attendre. Dès que vous cessez de l'exprimer, toute la dynamique s'effondre. Elle ne peut plus vous prévoir. Elle ne peut plus orienter l'échange vers le réconfort ou de familiarité, et sans ce levier, elle est forcée d'affronter quelque chose d'inconfortable. Vous n'orientez plus votre monde intérieur en fonction de ses réactions. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il est né d'un chagrin d'amour qui vous a forcé à vous replier sur vous-même, de longs moments de silence où vous avez dû vous retrouver seul au lieu de chercher du réconfort dans les relations, de l'apprentissage du choix de la paix, même lorsque l'esprit aspire à la conclusion, et d'un désir lent. Elle a perdu sa voix. Et à sa place, une direction s'est imposée. Tu as commencé à te poser d'autres questions, non plus comment récupérer ça, mais où vais-je maintenant? C'est pourquoi le vieux scénario ne fonctionne plus quand elle essaie de le rejouer. Les indices ne fonctionnent plus. Le rythme est décalé, les émotions tombent à plat. Tu n'es pas froide, tu es orientée. Et l'orientation est intimidante pour quelqu'un qui s'attendait à une forte charge émotionnelle. Zénon de Cidium comprenait profondément ce genre de transformation. Après avoir tout perdu dans un naufrage, il ne chercha pas à reconstruire ce qui avait été détruit. Il ne se laissa pas envahir par le passé. Il bâtit quelque chose de totalement nouveau, la philosophie elle-même, sur les ruines de ce qu'il avait perdu. La perte ne le rendit pas désespéré, mais réfléchi. Votre chagrin d'amour a produit le même effet. Il vous a dépouillé de votre langage familier et vous a contraint à en forger un nouveau. Une relation fondée sur l'autonomie plutôt que sur la dépendance affective. Alors lorsqu'elle revient, espérant renouer avec le langage que vous partagiez autrefois, elle réalise trop tard. Vous n'êtes plus à l'aise avec le besoin d'affection. Vous êtes à l'aise avec la maîtrise de soi. Et cette conversation n'invite pas à la nostalgie. Elle instaure la distance, la clarté et ouvre la voie à l'avenir. Laissez ce changement s'installer un instant. Lorsque le langage du besoin disparaît, toute la dynamique se transforme, sans un mot. Remarquez où se porte votre attention maintenant et ce que vous ressentez en ne vous orientant plus en fonction des réactions d'autrui. Si cela vous parle, partagez vos réflexions dans les commentaires et réfléchissez à ce qui a changé lorsque vous avez cessé d'utiliser votre ancien langage émotionnel. Numéro 8. Elle ne peut rivaliser avec votre contribution. Pendant longtemps, elle a cru que le remplacement était inévitable, que si vous cessiez d'avoir de l'importance, quelqu'un d'autre prendrait simplement sa place, un nouveau visage, une nouvelle dynamique, une nouvelle distraction. De son point de vue, les gens sont interchangeables une fois les liens distendus. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'elle n'était plus en compétition avec une autre personne, mais avec un état d'être. Et personne ne peut rivaliser avec la paix intérieure. Quand on est émotionnellement impliqué, la comparaison a du sens. Une autre option pouvait engendrer de la jalousie. L'attention pouvait se détourner, la présence se remplacer, mais une fois que vous avez pris du recul et reconstruit votre monde intérieur, les règles ont changé. Votre épanouissement a cessé de dépendre de la validation extérieure. Votre calme ne venait pas du fait d'être choisi, mais du fait de vous être choisi vous-même. Et ce genre de paix ne crée pas d'ouverture à la rivalité. Elle ferme la porte définitivement. C'est pourquoi son retour semble maladroit et déplacé. Elle s'attend à se mesurer à quelqu'un d'autre, une autre femme, une autre influence, une autre distraction. Au lieu de cela, elle se heurte à votre constance, vos habitudes, votre maîtrise de soi, votre absence d'urgence. Elle ne peut vous provoquer, elle ne peut surpasser votre calme, et elle ne peut rien offrir de plus éloquent qu'un silence déjà établi. La paix est intimidante car elle ne négocie pas, elle ne marchande pas. Elle n'a pas besoin d'autorisation pour exister.
Quand on la découvre, on cesse de rechercher la stimulation pour se sentir vivant. On cesse de confondre intensité et sens. De l'extérieur, cela ressemble à de la distance, mais de l'intérieur, c'est la liberté. C'est là qu'Épictète devient essentiel. Quand il disait que seuls les instruits sont libres, il ne parlait pas de livre ni de statut social. Il parlait de la maîtrise de soi. L'éducation la plus importante est celle qui consiste à apprendre à ne plus être gouverné par l'impulsion, le désir ou la peur de la perte. Tu as appris cette leçon à la dure, par le silence, par la retenue, en choisissant de ne pas chercher à apaiser un malaise. Cet apprentissage a transformé tes valeurs. La présence sans paix ne t'intéresse plus. L'attention sans harmonie te paraît onéreuse. Alors, lorsqu'elle comprend qu'elle ne peut rivaliser, ce n'est pas par manque de quelque chose, mais parce que vous n'avez plus besoin de ce qu'elle propose. Vous n'avez pas choisi la paix par facilité. Vous l'avez choisi parce que le chaos vous était familier et que vous refusez désormais d'y vivre. Et une fois la paix devenue votre norme, elle disqualifie discrètement toute dynamique qui vous obligerait à l'abandonner. C'est alors que son regret s'intensifie, non pas parce qu'elle a perdu un homme au profit d'une autre, mais parce qu'elle l'a perdu à cause de lui-même. Numéro 9, sa mémoire réécrit l'histoire. À un moment donné, quelque chose de subtil se produit en elle. Les souvenirs qu'elle avait autrefois rejetés commencent à se transformer. Les moments qu'elle jugeait insupportables lui paraissent désormais empreintes de réflexion. Ce qu'elle considérait comme ennuyeux commence à lui sembler rassurant. La patience qu'elle tenait pour acquise se mue en force. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une réinterprétation, et cela ne se produit qu'avec le temps. Quand tu étais là, ta constance se fondait dans le décor. La fiabilité est rarement appréciée sur le moment. Elle paraît banale quand elle est disponible à la demande, seule l'absence lui donne du relief. Sans ta voix, tes habitudes, ta sérénité, son esprit commence à combler le silence en repassant le passé en boucle. Mais cette fois, sans la pression du moment. Sans ego, sans besoin de justifier votre départ, c'est alors que les souvenirs deviennent authentiques. Elle se souvient comment vous n'avez pas envenimé les conflits, comment vous êtes resté calme face à l'incertitude, comment vous n'aviez pas besoin d'être constamment rassuré pour garder les pieds beaux sur terre. Ces qualités ne lui semblaient pas exceptionnelles lorsqu'elle était encore en train de choisir, mais maintenant, avec le recul, elles lui paraissent rares, car le monde est plein d'intensité, mais instable, bruyante, mais vide de présence. Cette réécriture de l'histoire n'est pas délibérée, elle est psychologique. Quand quelque chose disparaît et devient inaccessible, l'esprit réévalue sa valeur avec plus de justesse. Il ne vous compare plus à des alternatives, mais à la réalité. Et la réalité révèle le fossé, ce qui intensifie le regret. C'est réaliser que votre transformation n'a pas eu lieu malgré son départ, mais grâce à lui. Son départ a levé les obstacles. Il vous a contraint au calme, à la réflexion, à une évolution qui ne nécessitait pas son approbation. Vous n'avez pas contesté ce qui s'est passé. Vous l'avez utilisé. Marc Aurèle l'a parfaitement exprimé lorsqu'il a écrit « L'obstacle à l'action favorise l'action ». Ce qui bloquait votre chemin est devenu le chemin lui-même. La perte est devenue un levier, le silence, une structure. Tu ne t'es pas replié sur toi-même, tu t'es réorganisé. Tu as appris à avancer sans friction émotionnelle, à vivre sans te justifier. Aujourd'hui, quand elle se retourne sur son passé, elle voit un homme qui était déjà en train de devenir quelque chose qu'elle n'avait pas reconnu à l'époque. Et cette prise de conscience est douloureuse, car le regret s'intensifie lorsque les souvenirs rejoignent la vérité trop tard. Tu n'étais pas excessive, tu étais rare, tu n'étais pas ennuyeuse, tu étais ancrée, et l'ironie est qu'elle ne pouvait pas le voir tant qu'elle y avait encore accès. Ce n'est qu'après ton départ que la clarté est apparue, et à ce moment-là, la version de toi dont elle se souvient n'existe plus. Numéro 10. La porte qu'elle fermait autrefois n'a plus de poignée. Quand elle se décidera enfin à revenir, elle agit ainsi avec une certitude qu'elle n'a jamais remise en question. Le chemin du retour existe toujours, peut-être plus étroit, peut-être plus discret, mais toujours ouvert. Dans son esprit, les portes peuvent se rouvrir simplement parce que le temps a passé ou que les sentiments se sont apaisés. Ce qu'elle n'anticipe pas, c'est le moment où elle cherchera la poignée et réalisera qu'il n'y en a pas. Non pas parce que vous êtes en colère, non pas parce que vous voulez vous venger, mais parce que vous l'avez discrètement retirée. La première fois que la porte s'est refermée, ce n'était pas avec fracas. Il y a eu une rupture, une hésitation, peut-être une indifférence. Longtemps, elle a cru que tout était possible, que ce silence était temporaire, que l'espace que vous aviez créé était un refuge où elle pourrait revenir quand elle serait prête. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était l'effet que ce silence avait sur vous. En l'absence de contact, vous ne prépariez pas votre retour.
Tu te stabilisais. Tu apprenais à vivre sans attendre. Tu as reconstruit des routines qui ne reposaient plus sur l'anticipation. Tu as cessé de scruter ton état émotionnel avant de décider de ce que tu ressentais. Et lentement, presque sans t'en rendre compte, tu as remodelé ton espace intérieur pour qu'il n'ait plus besoin de cette porte. Retirer la poignée n'était pas un acte contre elle, c'était un acte pour toi-même. On confond souvent limites et punitions, mais la punition centre toujours l'autre personne. Les limites, elles, instaurent la paix. Tu n'as pas fermé la porte à clé pour l'empêcher d'entrer, tu as démantelé le mécanisme qui permettait au vieux schéma de te ramener à toi. Car chaque fois que tu as cédé à ces schémas auparavant, cela t'a coûté lucidité, cela t'a fait perdre ton équilibre, et cette fois, tu as choisi de ne plus payer ce prix. C'est là que le concept stoïque d'Upatyayi prend tout son sens. Ce ne sont pas des émotions refoulées, mais des forces harmonieuses, empreintes de calme, de bienveillance et de stabilité intérieure. La force, en ce sens, n'est pas l'intensité, mais la maîtrise. On ne ressent ni haine, ni besoin de prouver quoi que ce soit. On ne se sent tout simplement pas obligé de rouvrir ce qui a perturbé notre équilibre intérieur. De son point de vue, cela paraît déroutant. Elle s'attend à de la résistance, de l'émotion, des explications. Elle cherchait un appui. Au lieu de cela, elle ne trouve rien à quoi se raccrocher, ni argument, ni invitation, ni moyen de pression. Et cette absence lui paraît définitive, d'une manière que la colère n'aurait jamais pu. Tu ne l'as pas effacée, tu n'as pas renié le passé, tu as simplement cessé de chercher à la revoir. Et c'est ce qui rend ce moment si lourd à porter pour elle. La porte qu'elle fermait autrefois ne s'ouvre plus, non pas parce qu'elle est verrouillée, mais parce que tu n'es plus de l'autre côté. Tu as avancé, tu as préservé ta paix. Et ce faisant, tu as transformé le détachement en une force tranquille. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas de savoir si elle comprend pourquoi la porte ne s'ouvre plus, mais si tu comprends ce qui a changé en toi lorsque tu as cessé d'en avoir besoin. C'est le moment où le détachement cesse d'être une idée et devient une réalité vécue, où tu peux regarder en arrière sans être ramené d'en arrière. Prends une grande inspiration et médite sur ce changement. Le moment où la paix a remplacé l'attente et la stabilité, l'espoir. Si cela vous parle, prenez un instant pour y réfléchir. Laissez-le faire son chemin. Et si vous le ressentez, partagez votre réflexion dans les commentaires. Parfois, nommer le changement, c'est se l'approprier pleinement. Numéro 11, on ne court pas après des fantômes, on construit l'avenir. Au final, une chose devient très claire, son regret lui appartient. Pas à toi, pas à cette version de toi qui attendait, expliquait, espérait un changement. Cet homme n'existe plus. Et de ce fait, tu n'es plus tenté de courir après ce qui a disparu. Tu ne discutes plus avec le passé. Tu ne négocies plus avec les souvenirs. Tu ne rouvres plus de chapitres pour en voir la fin. Tu comprends maintenant quelque chose que la plupart des gens apprennent trop tard. Le regret. C'est un fardeau personnel. Il ne peut être transféré. La présence d'autrui ne peut le résoudre. Et un homme qui a déjà tourné la page ne peut certainement pas le guérir. Ses réflexions, ses regrets, sa lucidité tardive, tout cela lui appartient. Tu ne les portes plus pour elle. C'est là le véritable changement. Tu ne ressasses plus les anciennes conversations, les anciens moments, les vieux schémas émotionnels. Tu ne repasses pas les scènes en boucle pour voir ce que tu aurais pu dire différemment. Ce retour en arrière est épuisant. Il maintient un homme prisonnier de fantômes, de versions de personnes disparues, d'avenirs jamais concrétisés. Tu es sorti de ce schéma en choisissant d'investir ton énergie dans l'avenir plutôt que dans le passé. Construire vers l'avant est plus paisible que de rechercher la conclusion, mais c'est infiniment plus puissant. Avancer n'a pas besoin de validation. Cela ne requiert aucune autorisation. Seule la constance compte. Vous vous réveillez, vous agissez avec intention, vous investissez votre énergie là où elle se multiplie au lieu de se dissiper. Et lentement, presque imperceptiblement, une nouvelle structure se dessine autour de votre vie. Une structure non pas façonnée par la perte, mais par une direction. C'est pourquoi son regret ne vous affecte plus. Il n'a aucune emprise sur un homme qui aspire à évoluer. Une évolution authentique, loin des apparences. Ne me regarde pas, progrès. De véritables habitudes de construction, un but, le respect de soi et une paix qui ne s'effondre pas quand on détourne le regard. Sénèque a saisi cette vérité avec une simplicité brutale. La vie est longue si on sait l'utiliser. La plupart des gens ne la gaspillent pas de façon dramatique. Ils la gaspillent en retournant à ce qui ne les a pas choisis, en rouvrant des portes qui ne mènent nulle part. En gaspillant votre énergie émotionnelle à essayer d'être compris par ceux qui avaient déjà décidé de ne pas vous comprendre, vous avez cessé. Vous n'êtes pas devenu amer.
Vous avez optimisé votre temps. Vous n'avez pas endurci votre cœur. Vous avez aiguisé votre attention. Et grâce à cela, le passé a perdu son emprise. Son regret résonne peut-être encore quelque part derrière vous, mais vous ne vous retournez pas pour l'écouter. Vous ne courez plus après des fantômes. Tu construis quelque chose de concret et un homme qui avance n'a pas besoin de tourner la page sur le passé, car sa vie prend enfin la bonne direction. Parfois, la fin la plus marquante n'est pas spectaculaire, elle est discrète. Tu n'as pas gagné en ayant le dernier mot, en obtenant des excuses ou en faisant le retour que tu avais imaginé. Tu as gagné en devenant quelqu'un qui n'a plus besoin de rien, de tout cela pour se sentir entier. Son regret tardif ne prouve en rien ta valeur. C'est un effet secondaire de votre évolution. Vous ne vous êtes pas détaché pour qu'on se souvienne de vous, mais pour aller de l'avant. Ce faisant, vous avez choisi la sérénité plutôt que la répétition, la direction plutôt que la nostalgie, et le respect de soi plutôt que le tumulte émotionnel. Ce choix a tout changé. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, cela compte plus que vous ne le pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez quel aspect de ce parcours vous a le plus marqué. Et lorsque vous serez prêt à aller de l'avant, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Elles constituent la prochaine étape pour préserver votre sérénité et consolider votre chemin.